tous à la une de l'actualité. Ce matin, il a gagné son pari. Le président turc Erdogan remporte haut la main les législatives. 5 semaines après avoir perdu sa majorité absolue, eh bien, il la récupère. Comment a-t-il réussi ce tour de force? Nous serons sur place dans quelques minutes. 162 corps rapatriés ce matin vers Saint-Pétersbourg. Les Russes pleurent les victimes du crash de l'Airbus tombé en Égypte. L'enquête, complexe et aux intérêts contradictoires, établit que l'avion s'est disloqué dans les airs. Aucune piste n'est pour le moment privilégiée. En Israël, le terrorisme se poursuit. Attaque à la voiture bélier hier à Hébron. 3 soldats israéliens blessés. L'un d'entre eux toujours dans un état grave ce matin. Enfin, François Hollande chez Lucette. Ça devait être le dernier coup d'éclat d'un président accessible en visite en Lorraine. Il s'installe apparemment au pied levé à la table de cette infirmière à la retraite. Coup de com' classique, mais dégonflé après les révélations d'une mise en scène millimétrée. Bienvenue à tous. Pour la majorité de son peuple, il est donc le sauveur de la Turquie, maître sans partage du pays depuis 13 ans. Le président Recep Tayyip Erdogan a joué son avenir politique hier et il remporte ce pari haut la main. Près de 50% des voix et une majorité absolue récupérée. Myriam Aman. Il a gagné son pari et repris sa revanche sur les élections de juin dernier. L'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, remporte la majorité absolue. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire de notre démocratie et de notre nation. À tous ceux et à tous les frères qui ont contribué à cette victoire, que Dieu vous protège. L'AKP n'aura donc pas besoin de former une coalition pour gouverner. Il sera seul aux commandes du pays, à la grande joie des partisans du président turc. Aujourd'hui, nous sommes seuls au gouvernement. Comme l'État nous a toujours soutenus, nous sommes très heureux. Nous croyons que Dieu nous a donné cette victoire et nous savons que Recep Tayyip Erdogan va guider le reste du monde. Joie d'un côté, déception de l'autre. Le principal parti d'opposition, le CHP, obtient 25% des suffrages. Le résultat de ces élections nous oblige à prendre de plus grandes responsabilités encore au sein et à l'extérieur du Parlement avec les autres partis de l'opposition, même s'ils ont perdu des voix. Le grand perdant de ces élections législatives, c'est le HDP, le parti pro-kurde qui essuie un véritable revers. Il obtient péniblement 10,4% des voix, contre 13,1 en juin dernier. Le HDP reste donc au Parlement, mais de justesse. Il n'y a pas eu de campagne libre, juste, égalitaire. Que personne ne soit vexé, mais nous, au milieu de cette agitation sanglante et sans faire campagne, nous avons quand même réussi à atteindre presque 11% des voix. La déception donc, mais aussi la colère. À Diyarbakir, cette ville à majorité kurde dans le sud-est du pays, à l'annonce des premiers résultats, alors que le parti pro-kurde n'était pas encore crédité des 10% requis pour rester au Parlement, de jeunes manifestants ont laissé exploser leur désillusion. La police anti-émeute a rapidement dispersé les manifestants, mais la tension est toujours vive au lendemain des élections. Et à Diyarbakir, justement, on vous retrouve Quentin Raverdi. Vous êtes le correspondant du Point et de la Tribune de Genève en Turquie. Merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot sur ces affrontements. Est-ce qu'ils se sont poursuivis toute la nuit? On le sait, les Kurdes crient à la fraude électorale. Est-ce envisageable? Alors non, les événements se sont très vite apaisés après l'annonce des résultats. Et en fait, il y a eu une sorte de malentendu. C'est-à-dire qu'on a très longtemps cru que le parti pro-kurde du HDP n'allait pas passer la barre des 10%, ce qui a créé un peu un vent de panique, notamment chez les jeunes qui se sont rassemblés en bas des locaux du parti. Ils ont commencé à brûler des pneus, des palettes, et la police est très vite intervenue. Et le calme est assez vite revenu dans la ville de Diyarbakir, qui avait été transformée pour l'occasion en véritable bunker militaire, avec des véhicules blindés, beaucoup de forces de police présentes dans la capitale kurde de Turquie. Alors vous vivez en Turquie, vous suivez de près les événements. Comment Erdogan a réussi ce tour de force? Alors c'était une grande surprise. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà les sondages, même pro-gouvernementaux, ne s'y attendaient pas, les journalistes encore moins. Cette victoire, elle est assez simple à décrire, c'est-à-dire que les Turcs ont préféré la stabilité en votant pour un parti seul au gouvernement. La victoire de l'AKP et indirectement de Recep Tayyip Erdogan s'explique par le vote des nationalistes que l'AKP, par un discours très sécuritaire, a réussi à rallier
Voilà, le parti MHP, le parti ultranationaliste, est complètement décimé ce soir. Il a perdu près de la moitié de ses sièges au Parlement. L'AKP a réussi également à convaincre et à rallier la frange conservatrice et religieuse des Kurdes qui, effrayés par les combats avec le PKK, a préféré se rallier derrière la stabilité que représentait l'AKP. Merci Quentin Raverdi. Cyril, continue de décrypter cette élection avec vous. 3 enseignements à retenir de cette soirée électorale. Tout d'abord, on en parlait, un scrutin qui a réservé une double surprise. Oui, la première évidemment, c'est le triomphe du parti islamo-conservateur d'Erdogan, une victoire contre tous les pronostics, car tous les instituts de sondage, sans exception, dessinaient un score à peu près identique à celui du scrutin de juin dernier. Séance de rattrapage réussie donc pour Tayyip Erdogan, avec 316 députés sur 550 que compte le Parlement. L'AKP va pouvoir gouverner seul. Un règne sans partage, vous le disiez, qui perdure depuis 13 ans. Et puis l'autre surprise, c'est le net recul de l'HDP, le parti de la gauche pro-kurde qui se maintient in extremis au Parlement en franchissant à peine le seuil d'éligibilité des 10%, alors qu'il avait obtenu plus de 13% lors du dernier scrutin. Entre les deux scrutins, Barbara, tenez-vous bien, l'HDP a perdu 1 million de voix. Alors la reprise du conflit kurde entre le gouvernement turc et la rébellion kurde, le PKK, le parti des travailleurs kurdes, est sans doute pour quelque chose. Le PKK qui est tombé dans le piège que lui a tendu Erdogan en ayant recours à la violence. Du coup, Selahattin Demirtas, le président du HDP, a été perçu comme un complice du terrorisme et son parti comme une succursale du PKK, et les Turcs l'ont sans doute sanctionné dans les urnes. Alors quelle stratégie Erdogan a mis au point pour récupérer ses voix? Diviser pour mieux régner, l'adage est bien connu. La stratégie de la tension a payé. Le chaos et la terreur ont finalement joué en faveur d'Erdogan. La reprise du conflit kurde, on vient d'en parler, les attentats terroristes, meurtriers de Sourouk puis d'Ankara, qui ont fait 102 morts d'ailleurs du côté des sympathisants du HDP, il faut le rappeler. Et bien dans ce contexte d'insécurité, Erdogan a fait le vote d'un pari utile. Il s'est posé en champion de la lutte antiterroriste et grâce à son discours de dirigeant à poigne, de chef de guerre, il a séduit, on en parlait à l'instant, il a séduit une grande partie de l'électorat ultra-nationaliste. D'ailleurs, ça se traduit très clairement dans le résultat de ces élections, puisque la MHP, le parti ultranationaliste, et le parti pro-kurde du HDP sont tous deux les deux grands perdants de ce scrutin. Alors Erdogan retrouve donc sa majorité absolue qu'il avait perdue il y a 5 mois. Il n'a tout de même pas assez de voix pour opérer un changement de constitution comme il le voulait. Oui, alors la victoire de l'AKP, on l'a vu, elle est nette, sans appel, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas en mesure d'offrir l'ultra-présidence tellement convoitée par Tayyip Erdogan. Pourquoi ? Parce que Erdogan avait demandé aux Turcs de lui offrir 400 sièges. Il n'y en a offert que 316. Ce n'est pas suffisant pour avoir les coups des franches au Parlement, pour adopter seule une nouvelle constitution, parce que l'AKP, pour pouvoir réformer cette constitution seule, sans l'aide des autres partis, avait besoin de la majorité des 2/3 au Parlement, soit 367 députés. C'était la première option. La deuxième option, c'était de soumettre un nouveau texte à référendum. Pour ça, il aurait fallu la majorité des 3/5, à savoir 330 sièges au Parlement. Ce n'est pas suffisant, puisque l'AKP, rappelons-le, a obtenu 316 sièges sur 550. Et non 367, donc une majorité des 2/3. Voilà pour cette victoire d'Erdogan. L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est la Russie qui est en deuil. Après le crash d'un avion de ligne russe en Égypte ce week-end, les corps des victimes sont arrivés tôt ce matin à Saint-Pétersbourg. Les boîtes noires ont été retrouvées et l'enquête bat son plein. Que sait-on exactement? Julia Galancia nous répond. Au beau milieu de la province du Nord Sinaï, d'innombrables débris de l'avion jonchent le sol aride. Il dégage encore une odeur âcre de brûlé plus de 24 heures après le drame. Sur place, les secouristes égyptiens ont élargi à 15 km le périmètre de leurs recherches. Des recherches qui se poursuivent pour retrouver les corps des 224 occupants. Ce dimanche, au moins 163 corps ont été retrouvés sur le site et transportés pour certains dans cet hôpital du Caire. Nous avons reçu 10 corps hier après minuit. Certains des cadavres étaient identifiables et d'autres ne l'étaient pas. Ils ont tout de suite été mis dans des réfrigérateurs à la morgue et toutes les procédures standards ont été suivies et terminées en quelques minutes. Pour le moment, nous attendons de recevoir des informations pour savoir comment procéder avec les corps, que faire avec les familles et si elles devront venir pour identifier ces corps.
S'agissant de l'enquête, les autorités égyptiennes et russes affirment ne pas être en mesure d'annoncer les causes du crash pour l'instant. Selon le chef des experts aéronautiques russes, l'avion s'est disloqué en l'air avant de toucher le sol. Mais tant que les boîtes noires n'auront pas parlé, les experts refusent d'exclure toute hypothèse. Tout comme le président égyptien appelle à attendre les résultats de l'enquête avant d'évoquer les possibles raisons du crash. Il est très important pour nous de savoir alors que de tels incidents se produisent. Il est crucial que l'enquête suive son cours et que les raisons d'un tel incident ne soient pas discutées, car ces choses-là prennent du temps. Il s'agit de sujets complexes qui requièrent des techniques avancées de recherche et une enquête de grande envergure qui pourrait prendre des mois. En Russie, la population est sous le choc. Les bâtiments officiels arborent des drapeaux en berne en ce jour de deuil national. Un mémorial a été improvisé à l'aéroport de Saint-Pétersbourg où devait atterrir l'avion qui s'est écrasé. Et l'émotion est immense. C'est vraiment très difficile à accepter tout ça. Je ne peux pas décrire la douleur que nous ressentons. Toute la Russie pleure les victimes aujourd'hui. La Russie a déjà connu ces dernières années plusieurs crashs impliquant des appareils en fin de vie. Mais l'accident de samedi constitue la pire catastrophe aérienne ayant frappé le pays. L'Airbus 321, affrété par un tour opérateur, transportait surtout des touristes originaires de Saint-Pétersbourg qui revenaient de vacances au soleil. Et malgré les revendications de l'État islamique, la Russie écarte pour l'heure la piste terroriste dans ce crash. Pourtant, les compagnies aériennes prennent cette menace au sérieux. C'est le cas notamment de la compagnie israélienne El Al. Maxime Perez nous explique en quoi consistent les systèmes de défense des avions civils israéliens. En attendant le verdict des boîtes noires, le crash de l'A321 relance le débat sur le survol des zones de guerre par des avions commerciaux. À cet égard, les compagnies Air France et Lufthansa ont décidé d'appliquer le principe de précaution. Jusqu'à nouvel ordre, leurs avions ne voleront plus au-dessus de la péninsule égyptienne, qui sert de refuge à des milliers de combattants djihadistes. Depuis la chute d'Hosni Moubarak, le Sinaï échappe au contrôle des autorités égyptiennes et les opérations militaires de l'armée n'ont pas permis jusqu'ici d'éliminer la menace posée par des tribus bédouines converties à l'islam radical. En août 2011, Israël en subit pour la première fois les répercussions sécuritaires. Une attaque vise plusieurs véhicules dont un autobus qui circule le long de la frontière égyptienne. Le bilan, 8 Israéliens sont tués, des civils. Depuis, les avions israéliens décollant ou se rendant à la station balnéaire d'Elat au sud du pays ont reçu pour instruction de modifier leur trajectoire de vol. Les autorités aéroportuaires israéliennes imposent des couloirs de navigation éloignés de la péninsule égyptienne. Autre mesure exceptionnelle, tous les appareils des compagnies nationales, El Al, Arkia et Israël, sont aujourd'hui équipés de systèmes permettant de déjouer les tirs de missiles antiaériens. Dans certains cas, il s'agit de simples particules d'aluminium qui créent une source de chaleur, à la manière des avions ou des hélicoptères de combat. Mais en la matière, Israël dispose d'industries de pointe. C'est le cas de la société Elbit qui a mis au point le système Sky Shield, bouclier du ciel, qui consiste en un rayon laser capable d'identifier et d'aveugler la tête chercheuse d'un missile. Le système a déjà été vendu à des pays comme l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Mathias, pour assurer aux avions une sécurité aérienne maximale, faudra-t-il tous les doter de ces systèmes? Écoutez, alors déjà, il faut faire le point sur le montant de ce système. Il coûte à peu près $1 million et c'est un système interchangeable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'installer sur toute votre flotte, mais bien vous pouvez, par exemple, lorsqu'un vol va faire Paris-Sydney, par exemple, eh bien Sydney-Francfort, vous pourrez éventuellement le placer sur un autre avion. Le système Sky Shield dont parlait Maxime à l'instant, c'est comme si, par exemple, je vous disais que c'est le système anti-collision qui a été installé sur les grosses berlines à l'époque et qui est aujourd'hui pour les voitures de série. Et donc, si pour l'instant les grandes compagnies peuvent finalement le financer, ce système-là, les compagnies israéliennes ont une question de survie, c'est la raison pour laquelle elles l'ont placé, mais cela va mettre du temps avant que ce système soit démocratisé. Un exemple concret, une date 2002,
c'est l'attentat de Mombasa. Deux missiles sont tirés en direction d'un avion israélien, en l'occurrence Arkia, et le système Sky Shield était déjà en poste et a dévié le missile avant de le faire exploser en vol. Alors l'autre option pour les grandes compagnies, et le font actuellement dans le Sinaï, on l'a vu, c'est finalement de changer les itinéraires pour ne plus survoler des zones de combat. C'est moins cher, c'est efficace? C'est moins cher, c'est efficace, mais c'est surtout vous perdez de la clientèle. Tout simplement, en prenant l'exemple de Ukraine Airlines, qui n'a plus le droit ou qui est pour raison de sécurité ne vole plus au-dessus de l'Ossétie et de l'Abkhazie, qui sont ces deux républiques qui sont passées du côté russe pendant le conflit avec l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a une baisse sensible de 40% de la clientèle. Alors certes, pour des raisons de sécurité, ces avions-là ne passent plus au-dessus de zones de conflit, mais finalement, on le voit, entre l'intérêt économique et l'intérêt sécuritaire, la frontière est assez mince. Merci Mathias. Et l'État islamique, on l'a dit, a profité de ce crash pour continuer à répandre sa propagande de terreur sur le terrain. Cette fois en Syrie, les hommes de Daesh poursuivent là aussi leur progression. Ils s'approchent d'un axe stratégique du centre du pays. Explication Léa Volbert. Lentement, l'État islamique étend son hégémonie sur la Syrie. Ce dimanche, l'organisation extrémiste s'est emparée de la ville de Marin, proche de Homs, dans le centre de la Syrie. Après 2 attentats suicides, l'État islamique n'a pas eu de mal à conclure un accord avec les rebelles syriens présents sur place. Une alliance qui met à mal une trêve en vigueur depuis 2 ans entre les hommes de l'armée syrienne et ceux de la rébellion. Jusqu'ici, les troupes de Bachar al-Assad avaient installé un barrage autour de Marin afin de protéger les rebelles de la progression de l'État islamique. Désormais, la voie est libre, le groupe terroriste peut avancer vers l'Est. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Daesh se dirige actuellement vers Saadad, un village à majorité chrétienne qui se trouve à environ 14 km de l'autoroute Damas-Alep. Un axe stratégique qui relie les 2 plus grandes villes du pays, dont la majeure partie est actuellement contrôlée par une coalition de rebelles islamistes et du front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Parallèlement, l'émissaire des Nations Unies pour la Syrie s'est rendu à Damas. Il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants syriens afin de leur livrer les détails de la récente conférence de Vienne. Une conférence qui se résume en quelques mots: aucune avancée significative sur le dossier du conflit syrien. Les Occidentaux refusent catégoriquement d'inclure Bachar al-Assad au processus de transition politique. La Russie et l'Iran, alliés du régime de Damas, n'envisagent pas l'avenir du pays sans son dirigeant actuel. Il y a quelques jours, la Russie appelait à l'organisation d'élections en Syrie. Ce dimanche, l'ayatollah Khamenei a apporté son soutien à cette proposition. Emmanuel Even, professeur de relations internationales, la diplomatie ne parvient pas à mettre fin à cette guerre. On l'a vu, nouvel échec des discussions, cette fois à Vienne, c'était ce week-end. Pourquoi ça coince? Parce qu'il y a des intérêts différents entre les puissances qui sont impliquées dans ce conflit. Et il y a l'intérêt de la Russie, qui est de maintenir Bachar al-Assad à tout prix. Et puis il y a l'intérêt des États-Unis, qui est de l'éliminer ou de l'écarter. Et rien ne pourra se faire sans l'accord des puissances. Et par conséquent, les choses sont bloquées à ce stade. Alors, dans ce bras de fer, c'est la Russie qui semble l'emporter. Elle a réussi à empêcher finalement toute discussion sur une porte de sortie pour Bachar al-Assad. Comment elle réussit, la Russie, ce coup de force? Je pense que la Russie a un but très clair, qui est de maintenir ce qui reste du régime de Bachar al-Assad, tandis que l'Amérique n'a pas une stratégie claire. Il y a là, je dirais, une dichotomie entre la stratégie claire de la Russie et le manque de clarté dans la stratégie des États-Unis. Le manque de clarté ou le manque de volonté politique d'intervenir, de rester un acteur important au Moyen-Orient? Je pense qu'il y a eu une grande hésitation pendant très longtemps de l'administration Obama sur le dossier syrien. Et quand est-ce que l'administration Obama a décidé d'intervenir? Uniquement lorsque Daesh a commencé vraiment à menacer de s'étendre, mais uniquement des interventions aériennes. Est-ce que l'administration Obama aujourd'hui est prête vraiment à une intervention massive terrestre contre Daesh? La réponse semble être non. Justement, comme pour enfoncer le clou de ce que vous dites, Obama annonce ce week-end qu'il va déployer des forces spéciales sur le terrain en Syrie alors qu'il promet le contraire depuis le début de ce conflit. Ça confirme qu'il navigue à vue en Syrie? Il y a une grande confusion et une grande hésitation au sein de l'administration Obama sur le dossier syrien. N'oubliez pas qu'Obama avait été élu à l'origine justement pour se désengager, pour désengager les troupes américaines d'Afghanistan et du Proche-Orient. Et aujourd'hui, il se trouve véritablement acculé à réintervenir ou alors à laisser Daesh s'étendre et à laisser la Russie être maître du jeu, puisque la Russie ne se bat pas essentiellement contre Daesh, mais se bat contre les forces rebelles qui luttent contre Assad. Alors cette prédominance dont vous parlez, cette prédominance russe que Poutine est parvenu à arracher finalement de façon assez habile au fil des mois, nous apprend quoi sur ses ambitions dans la région?
Pas seulement dans la région, dans le monde. Poutine avait été élu déjà en fin 99, début 2000, pour restaurer la puissance de la Russie. Il a réussi à le faire partiellement grâce aux ventes des hydrocarbures qui ont rétabli l'économie russe et également à réaffirmer la présence russe en Europe orientale, dans le Caucase et dans le monde également au Proche-Orient. Sa stratégie, c'est de venger, je dirais, l'humiliation de l'effondrement de l'Union soviétique, la perte de la guerre froide et réaffirmer le rôle de la Russie dans le monde, pas seulement au Proche-Orient. Voilà, la Russie, première puissance étrangère, du moins pour l'heure encore au Moyen-Orient. François Hollande a entamé ce matin un déplacement de 2 jours en Chine. Il espère arracher aux Chinois les dernières concessions en vue de la COP21 à un mois de l'échéance. François Hollande veut convaincre l'un des pays les plus pollueurs du monde de faire plus d'efforts. Et avant de se rendre en Chine, on s'arrête sur un autre déplacement, François Hollande chez Lucette. Ça devait être le dernier coup d'éclat d'un président accessible, disponible pour les citoyens. En visite en Lorraine, il s'installe apparemment, vous le voyez, au pied levé à la table de cette infirmière à la retraite. Coup de com' plutôt classique, réussi a priori, mais immédiatement dégonflé après les révélations d'une mise en scène millimétrée. Révélation signée BFM qui a retrouvé l'hôte du président. Je vous propose de l'écouter. Comment ça s'est passé les préparatifs? C'est-à-dire qu'il y a une dame qui est venue avant de la mairie pour faire mon ménage. Mardi, il y a des gens de l'Élysée qui sont venus pour me poser des questions pour savoir si j'étais bien dans l'appartement. Ah oui, d'accord, pour préparer le terrain, pour préparer la visite, quoi. Oui, pour savoir ce que je devais dire et tout, et ne pas dire. Voilà, une visite extrêmement bien préparée et non pas spontanée, comme le voulaient les équipes du président, dehors des révélations plutôt embarrassantes. Oui, c'est embarrassant parce que, en fait, ces révélations de BFM TV révèlent que cette opération de communication, finalement, a été préparée dans les moindres détails, jusqu'au pot de fleurs qui a été posé sur la table. Mais surtout, ce qui est le plus embarrassant, c'est que les questions étaient préparées à l'avance. Et cette brave dame ne pouvait pas poser n'importe quelle question au premier personnage de l'État. Et les questions que nous, on peut se poser, Barbara, c'est le professionnalisme des communicants qui entourent le président, le chef de l'État François Hollande, parce qu'il ne faut pas faire de très grandes études pour comprendre que cette brave dame, elle pouvait parler en démocratie, elle pouvait tout à fait révéler au premier micro et à la première chaîne de télé que tout était préparé jusqu'au dernier millimètre. Et ce genre de déconvenu de la part des communicants qui entourent le président, montre qu'ils ont, dans le meilleur des cas, une certaine forme de mépris, de condescendance pour les Français les plus ordinaires. Et précisément, donc, on est là à l'inverse total de ce que les hommes de la communication de l'Élysée voulaient obtenir, à savoir un président proche du peuple, un président de proximité. Là, l'effet l'effet produit par les révélations de nos confrères de BFM TV est bien évidemment à l'inverse. Voilà, la signification politique de ces révélations. Mais écoutez, on sait que François Hollande pâtit d'un manque chronique de popularité. Ce genre d'opération était censé rétablir l'image, encore une fois, du président. Et c'est raté, c'est un véritable fiasco. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des conséquences concrètes à ces révélations, à cette affaire? Alors, je vais vous citer peut-être Lucette, cette infirmière à la retraite, et l'une des questions qu'elle voulait poser, elle voulait demander au président de l'État, je cite, j'avais envie de lui dire qu'il s'occupe beaucoup des immigrés, mais pour ainsi dire, pas des clochards qui crèvent dans la rue. Alors ça profite à qui lorsqu'on apprend qu'une Française moyenne, sympathisante socialiste d'ailleurs, n'a pas pu poser ce genre de questions? Ça profite à une certaine Marine Le Pen. Voilà pour les conséquences de cette fâcheuse affaire pour François Hollande. Autre question politique française toujours. Quel rapport entre Nicolas Sarkozy et l'affaire Air Cocaïne? Les téléphones de l'ancien président ont été géolocalisés pour les besoins de l'enquête. C'est une information cette fois révélée par le JDD hier. Rudy, quel était le but de ces écoutes? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que parallèlement donc, à l'enquête en République dominicaine, il y avait donc une enquête menée en France par le juge Christine Saunier-Roland. Alors la juge qui a demandé la géolocalisation des 2 téléphones de l'ancien président ainsi que la facture détaillée sur plusieurs mois. Objectif de la demande, identifier des liens totalement hypothétiques entre les transporteurs propriétaires de l'avion qui ont été évidemment arrêtés et l'ancien chef de l'État, car on sait désormais c'est le même avion, un Falcon 50, qui a transporté les 700 kilos de cocaïne et qui a aussi transporté Nicolas Sarkozy. Et bien résultat des courses, Barbara,
absolument rien. On apprend juste que Nicolas Sarkozy appelle très souvent Carla ou encore sa demi-sœur, son conseiller de presse ou encore le policier qui est chargé de sa protection. En revanche, par ricochet, cette enquête s'intéresse également au financement des voyages de Nicolas Sarkozy. Oui, et les recherches effectuées autour de l'avion finalement donnaient un peu naissance à une autre affaire, celle du financement des voyages de Nicolas Sarkozy payés par Love Group. C'est une société appartenant à un ami très proche de Nicolas Sarkozy, Stéphane Courby. Alors ces révélations sur d'éventuelles géolocalisations prennent finalement ce lundi une tournure très politique pour les Républicains. On parle d'acharnement judiciaire. Je vous propose d'écouter Benoît Apparu, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, s'exprimer hier devant les caméras de iTélé et les micros d'Europe 1. Et pour ne rien vous cacher, je suis assez choqué. J'imagine que les juges qui ont mis sur écoute pendant 1 an Nicolas Sarkozy sur ses 2 téléphones, qui ont demandé, si j'ai bien compris, la géolocalisation de son téléphone, ont fait la même chose pour tous ceux qui ont loué le même avion. J'imagine que ça n'a pas été concentré exclusivement sur Nicolas Sarkozy et qu'ils l'ont demandé sur les 200, 300, 500 personnes, j'en sais rien, qui ont pendant la même période loué ce même avion. On est quand même à un moment me semble-t-il, dans des délires un peu trop forts. Est-ce qu'on s'attend à une réaction, Nicolas Sarkozy? Oui, dans l'entourage de l'ex-président, on parle de réaction justement judiciaire. On se dit très choqué d'avoir été associé à une affaire de trafic de drogue et Nicolas Sarkozy envisage vraiment des démarches judiciaires pour obtenir, je cite, des explications sur le travail de la juge d'investigation et d'instruction. Affaire à suivre. Et avant de se quitter pour un nouveau journal, ces images du plus prestigieux marathon du monde. New York, dans un marathon à la mode. Kenyan, Stanley Biwott chez les hommes, Marie Keitany chez les femmes ont largement dominé la course. Océane Nicole. Les amateurs de course s'étaient donné rendez-vous ce dimanche pour le célèbre marathon de New York, la 45e édition. 50 000 personnes étaient sur la ligne de départ pour 42 km à travers les rues de Manhattan. Et comme chaque année, New-Yorkais et touristes encouragent les participants. C'est un moment spécial pour moi. Personne ne se connaît, mais tout le monde est ici pour la même raison. Applaudir et être agréable avec tout le monde. C'est comme s'il n'y avait pas de frontières, pas de pays, plus rien. Simplement des gens qui espèrent tous la même chose, passer la ligne d'arrivée. C'est vraiment génial. Il y a une ambiance formidable, il y a du bruit, les gens sont euphoriques, que du bonheur, quoi. Voilà. Et cette année encore, le Kenya est arrivé sur le podium. Chez les hommes, Stanley Biwott a franchi la ligne d'arrivée après 2 h 18 minutes et 34 secondes de course. Côté femmes, c'est Marie Keitany qui s'empare du titre pour la 2e année consécutive en 2 h 24 minutes et 25 secondes. Les 2 Kenyans ont signé le succès le plus important de leur carrière. Leur prochaine étape, le titre olympique en 2016 au Brésil. À suivre dans le morning, le renseignement israélien lève le voile sur le premier attentat au couteau de cette vague terroriste. Mais les attentats se poursuivent toujours. Hier encore, nouvel attentat à la voiture bélier. 3 soldats blessés. Le point après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Le renseignement israélien lève le voile sur le premier attentat au couteau de cette vague terroriste. Celui qui a sans doute lancé tous les autres. 2 terroristes décident de passer à l'acte après avoir été refusés d'entrer sur le mont du Temple le matin même. Parallèlement, hier, les attaques se sont poursuivies en Cisjordanie. Maxime Pérez. Hébron et sa région, une nouvelle fois au cœur de violence et le théâtre d'attentats. Ce dimanche, 2 attaques ont eu lieu à l'entrée du village palestinien d'El Aroub, près de l'implantation juive de Kiryat Arba. À la mi-journée, en marge dehors impliquant des jeunes lanceurs de pierres, un Palestinien armé d'un couteau se précipite sur des soldats israéliens. L'assaillant est identifié et immédiatement abattu. L'incident ne dure que quelques secondes, mais comme à chaque fois qu'un tel scénario d'attaque se produit, les Palestiniens offrent une toute autre version des faits. Les Israéliens l'ont exécuté de sang-froid. Il ne tenait aucun couteau et aucun outil dangereux. Ils lui ont tiré dessus parce qu'il courait. C'est ce que j'ai vu et je l'ai même filmé avec ma caméra. Plusieurs heures après les faits, ces images censées illustrer une bavure n'ont toujours pas été diffusées par les Palestiniens. Qu'importe, en Cisjordanie depuis quelques semaines, un incident chasse rapidement un autre.
Il est environ 16 h, toujours à El Aroub, quand un véhicule fonce sur une patrouille de garde-frontière. Le terroriste est neutralisé quelques mètres plus loin, mais il est parvenu à blesser grièvement un policier, tandis que les 2 autres sont légèrement blessés. Les victimes sont traitées sur place avant d'être transférées vers un hôpital de Jérusalem. Nous avons accueilli ici 2 blessés dans un état relativement stable. Ils ont été percutés par une voiture bélier. Le premier diagnostic est plutôt positif. Ils ont été touchés au niveau des mollets, mais leurs blessures restent superficielles. Leur pronostic vital n'est pas engagé. C'est dans ce contexte que les services de sécurité intérieure du Shabak ont annoncé l'arrestation d'Abdelaziz Maraï. Ce Palestinien originaire du quartier d'Aboudis à Jérusalem-Est est accusé d'avoir porté assistance aux terroristes auteurs de l'attaque au couteau perpétrée dans la vieille ville le 3 octobre dernier. 2 Israéliens avaient été poignardés à mort dans cet attentat qui avait été le premier d'une longue série toujours en cours. Mathias, vous êtes sur le terrain depuis plus d'1 mois, depuis que cette vague a commencé. Vous êtes à Hébron, vous êtes souvent sur le lieu de ces attentats. Quel est votre ressenti après 1 mois de situation? Vers où va-t-on? Il faudrait être devin pour savoir dans quelle direction prend ce conflit. Je ne le suis pas. En tout cas, ce que je ressens et ce que j'ai ressenti sur place, c'est une extrême tension et une tension permanente, constante au sein des habitants israéliens, des forces de sécurité, mais également des Palestiniens. Pourquoi? Tout simplement parce que personne ne peut prévoir quand, comment et où aura lieu le prochain attentat. Si la plupart des attentats ont été le fait d'éléments isolés, ce que je ressens surtout, c'est que finalement très peu ont été planifiés. L'assassinat du couple à Henkin, Maxime en parlait à l'instant, celui qui a mené le premier attentat au couteau au sein de la vieille ville pendant les fêtes des cabanes de Soukot. L'assassinat du couple à Henkin, d'une cellule du Hamas. Et on apprend d'ailleurs la veille, et je viens d'avoir le communiqué officiel de la part de l'armée, la veille de l'assassinat du couple Henkin, sur cette route justement de Hébron, une cellule de 8 personnes appartenant au djihad islamique et au Hamas avait prévu de jeter des grenades et de tirer à vue sur les forces de sécurité et sur les civils. Et donc finalement, mis à part ces 2-3 attentats, un attentat dont vous le savez bien évidemment a échoué, mais mis à part ces attentats-là, finalement, personne ne peut prévoir. Et c'est la raison pour laquelle difficile de savoir dans quelle direction prend ce conflit. Et surtout, il y a une dissonance totale entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui se dit à l'intérieur de la ville de Hébron et des quartiers palestiniens de Jérusalem. Vous venez d'entendre ce Palestinien dit, avec caméra à l'appui, j'ai vu, il n'y avait pas d'objet contondant, il n'y avait pas de policiers. Il faut le savoir quand même que les réseaux sociaux palestiniens regorgent par exemple, notamment d'une mise en scène, à savoir que les soldats auraient des couteaux à l'intérieur de leur poche. À partir du moment où il y a un attentat et un Palestinien est tué, ces derniers mettraient le couteau au sol. En clair, il n'y aurait jamais eu de tentative d'attentat au couteau. Et tout ça aurait été falsifié par Israël. Voilà, une rhétorique palestinienne de plus en plus rodée au fil des semaines. Autre information, c'est la dernière polémique, du moins en Israël, sur la restitution des corps des terroristes aux familles palestiniennes. La décision a été prise par le Moshe Yaalon, qui est le ministre de la Défense, et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, de concert entre les deux ministères, et contre l'avis du chef du service de sécurité intérieure, le Shabak, Yoram Cohen. Il faut le savoir, cette décision a été prise pour calmer la région de Hébron, notamment avec l'appui des chefs de clan qui dominent le terrain. Il faut le savoir, ce ne sont pas les policiers ni les services de sécurité intérieure palestiniens qui dominent le terrain à Hébron, mais bien les chefs de clan. Ces derniers ont dit que la tension sera réduite une fois que les terroristes qui ont commis des attentats ou qui ont tenté de commettre des attentats et qui ont été tués au cours de ces derniers, ces corps seront remis aux chefs de clan. Il y avait eu la promesse, on le voit pour l'instant, la promesse n'est pas tenue parce qu'hier il y a eu un attentat à la voiture bélier, même si le conducteur palestinien dit avoir dérouté de sa route et donc avoir commis un accident. Et en même temps, il y a eu une pluie de pierres totale et de cocktails Molotov hier dans la région. Voilà, on est donc dans un climat de confiance et d'apaisement entre les deux parties. Nouveau drame en mer Égée, 2 naufrages hier au large des îles grecques. Au moins 13 migrants ont péri, dont 6 enfants. Dans le même temps, aux frontières de l'Europe, on est en train de mettre en place un système de contrôle des réfugiés. Léa Berdugo.
L'Italie n'a plus que 30 jours pour mettre en place 4 hotspots dans le pays. L'objectif est d'identifier les réfugiés et d'empêcher les migrants économiques d'atteindre l'Europe du Nord. Ce délai très court rend certaines personnes sceptiques. C'est pour cela que l'Italie a fait le choix d'utiliser des structures existantes. Parmi elles, le centre de Pozzallo. Depuis plusieurs années, cette structure fournit des soins médicaux aux migrants, les identifie et les prépare à des transferts dans d'autres centres du pays. Les responsables du site se disent prêts à mettre en œuvre les changements nécessaires. C'est ce que nous faisons déjà. En ce qui concerne les changements, le ministère nous les a déjà indiqués et nous sommes prêts à nous soumettre aux directives. À fonctionner comme un hotspot pour mettre en place toutes les procédures nécessaires et transférer les migrants en suivant les règles. Malgré leur bonne volonté, l'Italie et la Grèce, en première ligne dans cette crise des réfugiés, pointent du doigt la réaction tardive de l'Union européenne. Dans la même ligne, les Nations unies réclament plus d'efforts de la part de l'ensemble des pays européens. Un bon accueil signifie aussi une bonne identification des personnes et ceci est la première étape pour permettre aux pays européens d'accueillir des réfugiés. Il est devenu très clair pour tout le monde que l'Europe a besoin d'un projet commun, que tout le monde doit y participer, sans quoi la crise ne pourra pas être maîtrisée. Cette crise est maîtrisable. Pour soulager l'Italie et la Grèce, le plan adopté par l'Union européenne prévoit une relocalisation de milliers de migrants. À la mi-septembre, 160 000 réfugiés ont déjà été dispersés dans plusieurs pays d'Europe. En France, on les appelle les néo-réacs. Sont-ils en train de gagner la bataille des idées? Onfray, Zemmour, Houellebecq, Finkielkraut incarnent-ils désormais la pensée dominante? Deux chercheurs scientifiques tentent en ce moment de décrypter ce phénomène. Rudy. Et c'est un phénomène compliqué à décrypter et c'est ce qu'ont essayé de faire deux chercheurs sans aucune passion, justement avec la manière la plus scientifique et neutre possible, chercheurs en sociologie et en littérature. Il en sort un livre que vous voyez, une étude, le discours néo-réactionnaire, qui sort aux éditions CNRS. Il faut déjà comprendre de qui on parle et surtout qui en parle ainsi. Alors quand on parle de néo-réac, on met dans la même catégorie de personnalités des gens très différents comme Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Natacha Polony, Michel Onfray ou encore Michel Houellebecq et bien d'autres. Alors ils sont écrivains, philosophes, aussi journalistes et ils ont en commun un certain talent médiatique et surtout un certain nombre de thématiques comme le déclin de la France, le déclin aussi de l'Occident, de l'identité française, le déclin de l'école républicaine et les thèmes de la laïcité en danger. Alors des thèmes qui évidemment parlent à des Français qui sont de plus en plus concernés et inquiets par ces thèmes. Et il faut aussi comprendre que néo-réactionnaire, c'est un terme en fait fourre-tout et surtout péjoratif qui est apparu dans un pamphlet, Daniel Lindenberg en 2002 intitulé Le rappel à l'ordre. Alors pour comprendre sur quoi se base ce discours, deux personnalités qu'on va voir dans un petit magnéto, le philosophe Michel Onfray et la journaliste Natacha Polony, et les thèmes communs, vous allez le voir, le déclin de la France et le déclin de l'Occident. Mais je crois qu'il y a eu la naissance de l'Occident avec la christianisation, l'Empire, Constantin au IVe siècle, et que la fin s'est faite avec la Révolution française. Et quand on est dans des perspectives un peu plus vastes, je dirais quand on est sur les longues durées auxquelles nous invite Brodel, on conçoit que c'est probablement la fin de l'Occident. Oui, je dis que la France, et on le voit tous, est en train de voir se creuser des fractures terribles, des fractures de plus en plus profondes, qui sont en train de déliter ce qu'on appelle la communauté nationale. Et je trouve que c'est profondément inquiétant, parce que ça peut générer de la souffrance, ça peut générer de la violence. Et je pense qu'il faut absolument nommer le mal pour pouvoir le guérir. Alors des thèmes communs, on l'a vu, et puis un discours fort qui marque les esprits. Est-ce que ce discours est en train de devenir ce qu'on appelle la pensée dominante, le mainstream? En tout cas, les néo-réactionnaires, vous l'avez entendu, c'est-à-dire il faut nommer les choses. Ils ont en commun de vouloir porter le discours de la vérité et dire finalement ce que les élites de gauche n'osent plus dire et les thèmes qui n'osent plus aborder, les thèmes tabous comme justement l'identité nationale ou encore la laïcité. En clair, vulgairement, où on dit dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et cela fonctionne.
laissés en tête des ventes cette semaine, par exemple, c'est celui de Philippe de Villiers qui parle d'une France en danger. Et puis en 2014, le gros hit en librairie, ça a bien été évidemment le livre d'Éric Zemmour avec 400 000 exemplaires, Le suicide français. Éric Zemmour qui d'ailleurs justement tient ce discours caractéristique des néo-réacs en se mettant finalement au niveau du peuple pour faire passer ses messages. Il se met au niveau de la vie quotidienne des Français pour faire passer ses thèses. Je vous propose de l'écouter. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en vont. Parce qu'ils en ont les moyens. Quand ils ont les moyens. Voilà, vous parlez d'un thème, fourre-tout. C'est quand même assez réducteur finalement de mettre toutes ces personnalités dans un même courant de pensée. Oui, parce que dans les néo-réactionnaires, on compte Pascal Bruckner ou Alain Finkielkraut, qui sont des intellectuels reconnus, et aussi Robert Ménard qui, lui, flirte avec le Front National. Or, on les regroupe tous dans la même catégorie, ce qui est déjà une erreur. Et puis, le livre des deux chercheurs, justement, fait cette critique adressée à la gauche. Elle simplifie déjà pour discréditer tout ce qui ne pense pas justement comme la gauche et les qualifie directement de néo-réac. Et puis surtout, elle n'oppose plus de grandes voies de pensée, comme par exemple pouvait l'être le sociologue Bourdieu. Et c'est justement peut-être cela la thèse du livre, c'est-à-dire que si les néo-réacs sont devenus si omniprésents dans les médias et dans le débat, c'est justement parce que peut-être la gauche leur a laissé cette place. Voilà, il y a un discours peut-être aussi aux conséquences politiques, on le verra, on est à 6 semaines des régionales, on le rappelle. Ce chiffre, à présent, 1 Français sur 2 scotché à son smartphone quand il traverse la rue. On connaissait le danger du portable en voiture, c'est désormais le cas également pour les piétons. Exactement, c'est un constructeur automobile, un Ford, qui a réalisé cette enquête dont les conclusions sont saisissantes. Non seulement 53% des Français, vous l'avez dit, donc plus de la moitié, utilisent leur smartphone lorsqu'ils traversent, mais en plus, parmi eux, il n'y a pas que ceux qui sont au téléphone, qui, vous me direz, peuvent regarder où ils mettent les pieds. Non, parmi eux, il y a ceux qui jouent, envoient des textos, ceux qui regardent la télévision même, ou encore consultent les réseaux sociaux, n'est-ce pas, Rudy? Un phénomène encore plus inquiétant chez les jeunes, chez les 18-24 ans, la proportion des sondés qui utilisent leur téléphone en traversant grimpe à 85%, avec bien sûr une partie d'entre eux qui, avouent, auraient failli avoir un accident à cause de ce smartphone. Et encore, on n'est qu'en France. En croire l'étude, les Roumains, les Italiens et les Espagnols sont encore plus addicts au smartphone en traversant. Ça crée des accidents ? Alors ça en crée bien sûr, en tout cas le risque est élevé. Alors prenez l'un des endroits les plus fréquentés de la planète, le carrefour de Shibuya, c'est à Tokyo au Japon. Eh bien vous êtes censé y redoubler d'attention. Or les Japonais sont tellement addicts à leur smartphone, eux aussi, que voici le genre de parade qu'ils utilisent là-bas. Écoutez. Si on met son téléphone vers le bas, on ne voit rien. Mais si on le place à hauteur des yeux, c'est plus facile de contrôler ce qu'on a devant soi. Je bloque mon coude comme ça pour toujours garder le téléphone en face de moi. Pas sûr que ça marche. Je suis pas sûre que ça marche. Ça marchera pas non plus forcément en voiture, Barbara, ni à vélo, Rudy. Évidemment, ça ne suffit pas. Alors, on tente de sensibiliser les écoliers japonais au danger des smartphones avec ce genre de vidéo que vous voyez sur votre écran qui explique si 1500 personnes traversaient ce carrefour en même temps sans décrocher leurs yeux de leur téléphone, eh bien, ça entraînerait, attention, plus de 400 bousculades, plus de 100 chutes et ce qui est un argument qui vaut pour les jeunes, plus de 20 téléphones par terre. Alors parmi les initiatives de prévention, eh bien, il y a aussi les applications, pas mal d'applications, soit pour faciliter l'envoi de SMS pendant qu'on traverse, soit carrément pour bloquer l'écran du téléphone quand il est en mouvement. L'écran, regardez, s'arrête tout seul. Ou en France, cross-check pour signaler les passages piétons qui sont dangereux, en l'occurrence sans visibilité. Allez, on lève le nez de son téléphone. Merci, Betsabe. À suivre, nous reviendrons sur la manifestation en mémoire de l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Il était assassiné il y a tout juste 20 ans. Des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv samedi soir et un invité vedette, l'ancien président américain Bill Clinton. Ce sera après un nouveau journal.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Près de 100 000 personnes réunies samedi soir à Tel Aviv. Un grand rassemblement populaire à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Un invité vedette, l'ancien président américain Bill Clinton. Myriam Aman. Des dizaines de milliers de personnes sur la place Yitzhak Rabin. Des Israéliens de droite comme de gauche, réunis pour rendre hommage au Premier ministre assassiné il y a 20 ans sur cette même place. Les déclarations d'hommage se sont enchaînées et les invités de marque aussi. Bill Clinton sur place et Barack Obama, dans un message enregistré, ont appelé les Israéliens à poursuivre l'œuvre d'Yitzhak Rabin. La prochaine étape dépend de votre décision. Si vous décidez qu'Yitzhak Rabin avait raison, qu'il faut vivre avec son voisin, que vous voulez offrir une chance à vos enfants, que vous voulez vivre en paix. Ceux qui l'aimaient et qui aiment Israël prient pour que vous preniez la bonne décision. Yitzhak Rabin a compris le danger auquel Israël devait faire face. Après tout, il défendait lui-même Israël, en tant que soldat et en tant que général. Mais il a aussi dit qu'on ne pouvait dominer éternellement les Palestiniens par la force. Et il cherchait chaque occasion, chaque chance pour aboutir à la paix. Le président israélien s'est lui attaqué aux incitations à la haine et à la violence à l'encontre d'hommes politiques. Lui-même a reçu de nombreuses menaces de mort. À ceux qui menacent, à ceux qui lèvent le poing, à ceux qui dessinent des images d'uniformes SS. Je veux vous dire que nous n'avons pas peur de vous. De la musique, des discours, des ballons, mais les visages graves, les récentes violences qui secouent le pays ont plané samedi soir sur la place Rabin. Dror, on souligne que les organisateurs voulaient cette année un rassemblement absolument consensuel, sans couleur politique. C'était la volonté des organisateurs. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le rassemblement a attiré autant de monde. C'est la première fois en fait depuis le fameux rassemblement à la suite duquel malheureusement Yitzhak Rabin a été assassiné, qu'autant de monde est rassemblé sur cette place qui porte aujourd'hui son nom, la place Rabin. Les organisateurs sont une coalition de mouvements de jeunesse avec des mouvements apolitiques, avec des mouvements de gauche et aussi avec des mouvements proches du sionisme religieux, donc là c'est à droite comme le mouvement de jeunesse Bnei Akiva. Mais maintenant, est-ce qu'on peut organiser véritablement un rassemblement à la mémoire de Rabin sans que la politique s'impose d'une manière ou d'une autre? Le petit-fils de l'ancien Premier ministre Yonatan Ben-Artzi a prononcé un discours très politisé où il a parlé de la nécessité pour Israël, selon lui, de reconnaître immédiatement, unilatéralement, un État palestinien. Politique également dans les discours du président américain actuel, retransmis par vidéo, et de l'ancien président qui était présent, Bill Clinton, qui a rappelé la maxime qui est attribuée à Yitzhak Rabin, qu'il fallait combattre le terrorisme comme s'il n'y avait pas de processus de paix, mais qu'il fallait négocier avec les Palestiniens comme s'il n'y avait pas de terrorisme. Et puis Obama, on l'a vu, qui parle de la nécessité d'un État palestinien et du danger que consisterait l'occupation d'un autre peuple. Et un grand absent aussi, Shimon Peres, qui n'a pas été convié pour ces raisons-là d'apolitisme. Alors, il était présent, Shimon Peres, avec les personnalités importantes autour, sur l'estrade, mais effectivement, il n'a pas pu prendre la parole. Il a accepté ce dictat. Même Shimon Peres était considéré comme étant trop politisé pour les organisateurs du rassemblement. Alors, c'est évidemment un rassemblement qui intervient en pleine vague de violence, nouvelle vague terroriste en Israël. Est-ce que ça s'est ressenti dans les discours? Ça s'est ressenti dans les discours que je viens de citer. D'ailleurs, la mère d'un jeune homme qui a été assassiné il y a plusieurs semaines dans les territoires de la Cisjordanie, une famille qui appartient justement au courant sioniste religieux et qui donc idéologiquement est très éloigné de ce que Rabin pouvait représenter, a pris la parole et a prononcé un discours très émouvant. Cette vague de violence, elle coïncide avec le retour de la question des relations israélo-palestiniennes sur le devant de la scène, parce que ces dernières années, on en parlait assez peu. Les campagnes électorales, finalement, la question palestinienne était absente des dernières campagnes électorales. Et là, les 20 ans de l'assassinat de l'homme qui a tenté de parvenir à la paix avec les Palestiniens coïncident avec ce retour de la question palestinienne. Un mot pour finir, Dror, des mesures de sécurité autour de ce rassemblement. On l'a vu, les personnalités qui ont pris la parole l'ont fait derrière une espèce de fenêtre protégée, quoi. Il y avait quelque chose d'absurde, d'inquiétant, de triste même, à voir Reuven Rivlin, le président de l'État, s'exprimer avec des termes très forts contre la violence politique et les appels à la violence politique derrière une vitre
blindés. Tous les intervenants se sont exprimés derrière cette vitre. C'est dire l'inquiétude des services de sécurité, c'est dire qu'ils prennent tout à fait au sérieux les appels à la violence que l'on peut entendre et que l'on peut voir ici et là sur les réseaux sociaux. 20 ans après l'assassinat de Rabin, la leçon n'a peut-être pas été apprise par certains secteurs de la société israélienne. C'est véritablement inquiétant. Voilà, incitation à la violence contre Reuven Rivlin, c'était le cas encore la semaine dernière. Justement, 20 ans après ce drame, une exposition offre pour la première fois au public des moments intimes du procès de l'assassin de Rabin, sous le crayon de celui qui fut chargé de dessiner les croquis d'audience lors du procès. Reportage Uri Shapira avec Léa Volbert. Les croquis d'audience ne sont pas considérés comme une forme d'art, mais plutôt comme une procédure permettant de documenter un procès quand les caméras ne sont pas autorisées en salle d'audience. Mais cette exposition est assez différente de ce à quoi on pouvait s'attendre. Près de 20 ans plus tard, l'artiste israélien Jacques Jeannot expose les croquis qu'il avait faits lors du procès d'Yigal Amir, l'homme qui avait assassiné le Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995. Intitulée « Près de la barre des témoins », l'exposition a récemment ouvert ses portes à Tel Aviv, dans la galerie Engel. Il est évident que lorsqu'il s'agit de sentiments, chacun est libre d'interpréter les choses de manière différente, car la politique n'a rien à voir avec l'art. Il y a des gens qui viennent ici et qui me disent « Je ne peux pas voir ça, ça me met en colère, ça me fait peur ». Et c'est ce que l'art est censé faire, il doit nous faire ressentir des émotions. Parce que certaines sessions ont eu lieu à huis clos, c'est Jeannot qui a dû fournir une partie des descriptions de ce qui s'est passé dans la salle d'audience, celle d'un des procès les plus médiatisés en Israël et dans le reste du monde. Et même si être assis dans la même salle d'audience que l'un des hommes les plus détestés du pays ne lui a pas rendu la tâche facile, Jeannot affirmait récemment qu'il avait abordé ce procès comme il aurait abordé n'importe quel autre procès. J'étais complètement neutre et objectif. Je voulais seulement être un bon artiste et voir la scène dans tout son ensemble. L'un des dessins les plus importants de cette collection montre Amir sous un angle plus humain, loin de l'image du monstre suggérée par les autres croquis. C'était comme s'il était assis en face de moi, à côté du National Gallery, et que je faisais juste son portrait, que je vendrais ensuite 5 livres sterling. Et aussi la façon dont je l'ai dessiné, avec les blancs et les ombres, pour le représenter de la manière la plus fidèle possible. En mars 1996, Amir est condamné à la prison à vie. En 2001, le Parlement vote une loi spéciale interdisant au comité de probation de recommander à l'assassin une réduction de temps de prison ou de le gracier. 20 ans plus tard, une image est restée gravée dans la mémoire collective israélienne, celle d'un jeune assassin qui riait lors de son procès. Voilà, retour à la vague actuelle de violence en Israël. Comme à chaque vague terroriste, eh bien, le pays doit faire face à une vague de boycott international. Un mouvement qui a pris de l'ampleur, vous le savez, ces dernières années sous l'impulsion du BDS. Et pour la première fois, un bureau officiel à Jérusalem a été chargé de ce dossier. Cyril. Oui, après l'affaire Orange en juin, on s'en souvient, et celle de la FIFA en mars dernier, eh bien, Israël a pris la mesure de la menace que faisait peser le boycott sur son économie, voire sur sa propre existence. Dès lors, Barbara, le gouvernement a décidé eh bien, de lancer une contre-offensive face au boycott. Alors pour se préparer à la bataille, le cabinet Netanyahou vient de se doter d'une nouvelle arme administrative, un ministère baptisé le ministère pour la lutte contre le boycott. Après de longs mois d'atermoiement, le gouvernement a donc approuvé ce dimanche la création de ce ministère. C'est une décision qui ne date pas d'hier, hein, Barbara, mais qui s'était heurtée à quelques résistances, notamment du côté du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense, puisque, comme on s'en doute, c'était ces deux ministères estimaient que c'était leur prérogative de traiter de cette question du boycott, et c'est des prérogatives qui leur sont désormais un petit peu grappillées par ce nouveau ministère, voilà, donc décrété par Benyamin Netanyahou. Alors, la question a donc été tranchée, et ce ministère se retrouve aux mains d'un des cadres du Likoud. Oui, un classique du Likoud, à la tête de ce nouveau portefeuille, Gilad Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure. Alors, le portefeuille lui avait été promis déjà par Benyamin Netanyahou au lendemain des élections pour le convaincre de rejoindre le gouvernement. Gilad Erdan, qui était d'abord pressenti pour être ambassadeur d'Israël à Washington. Erdan aura pour mission de coordonner les actions ministérielles, hein, puisque c'est donc un portefeuille qui va s'étendre à tous les ministères. Il y aura un représentant de ce ministère auprès de chaque ministère israélien.
des actions ministérielles visant à repousser donc le boycott avec un budget annuel de 25 millions d'euros. La stratégie est claire, plus question d'être sur la défensive, d'éteindre les incendies à chaque fois que l'occasion se présente, mais il va s'agir avant tout d'agir en amont pour mieux contrer les initiatives des boycotteurs. Voilà, et notamment, surtout peut-être sur le terrain juridique. Absolument, offensive juridique contre le BDS, le chantre du boycott anti-israélien, en utilisant le cadre juridique international qui est souvent favorable à Israël. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais les militants du boycott n'ont jamais remporté une seule victoire devant des tribunaux étrangers. Donc cette offensive juridique va permettre à Israël d'attaquer le BDS ou d'autres organisations, palestiniennes ou autres, et leurs ramifications sur le plan civil, mais aussi sur le plan pénal, en utilisant des arguments comme par exemple l'atteinte au droit du commerce, la discrimination et le racisme anti-israélien. Notez également, Barbara, pour finir, que l'action de ce ministère va également utiliser les diasporas juives à l'étranger et les organisations pro-israéliennes pour mener ces actions anti-boycott. Voilà pour ce nouveau bureau. Avant de se quitter, pour un nouveau journal, direction un petit village du sud de la France. Son nom le prédestinait sans doute à être lié à tout jamais avec Israël. C'est là qu'avant la Deuxième Guerre mondiale fut installé le seul kibboutz jamais créé en France. C'est une histoire méconnue que nous raconte Elsa Mimoun qui s'est rendue sur place. Regardez. Jujal Nazareth, petite commune française de quelques centaines d'habitants située en Corrèze, à 500 km de Paris. C'est ici que l'on peut trouver les vestiges du seul kibboutz jamais établi en France et fondé en 1933 à l'initiative du baron Olivier de Rothschild. Il sera baptisé Mahar, qui signifie demain en hébreu. Voilà où se situaient donc les fameux pionniers qui voulaient rejoindre donc la Palestine et les logements de ces personnes se trouvaient ici là. C'était surtout ici. Ici, on avait un autre bâtiment ici qui a été démoli ici là. On avait un bâtiment là où vous voyez là sous la partie renforcée. Là, on avait un bâtiment qui a été démoli. On avait des activités importantes à cette époque-là, à la place du hangar, là-bas, des personnes qui travaillaient la terre. À cette époque, ils sont quelques centaines environ, principalement des juifs européens fuyant l'Allemagne nazie et intellectuels pour la plupart, à être venus séjourner ici, afin d'apprendre à travailler la terre, parler hébreu et de se préparer ainsi à une prochaine montée en Israël. 75 hectares de terre mis à leur disposition par la famille Verlahac, ancien propriétaire du lieu. Le fils, Lucien, se souvient. C'était les greniers, c'était les dortoirs et les chambres étaient certaines personnes qui avaient des particularités ou les femmes ensemble ou comme ça. Mais ils n'avaient pas l'eau courante, il fallait porter l'eau. Et quand l'été arrivait, qu'il y avait manque d'eau au puits de la place, il y en a un puits là à côté du four à pain. Quand il était vide, ils allaient chercher l'eau à 1 kilomètre avec des seaux. Toute la journée, ils faisaient la corvée d'eau pour faire le linge, pour faire la cuisine, pour tout faire. L'apprentissage se déroule bien malgré des conditions rudimentaires. La population réussit même à vendre ses récoltes au marché local, suscitant parfois la jalousie des habitants du village. Les femmes portent des shorts, tout le monde travaille dimanche et se repose le samedi, à contre-courant du rythme de la vie du coin. Le climat antisémite latent de l'époque et le préfet de la région ne voyant pas d'un bon œil ses nouveaux administrés, le kibboutz est contraint de fermer ses portes 2 ans à peine après l'ouverture du site. À la mairie du village, on garde encore les traces de ce passage. Ce sont tous les mariages qui sont datés donc de cette année-là et on s'est aperçu très rapidement que 1933 et 1935 il y avait eu un nombre beaucoup plus important de mariages sur notre commune que les autres années. De nombreux mariages blancs mais légaux sont célébrés car seules les familles disposant d'un livret officiel peuvent prétendre au départ pour la Palestine mandataire. J'ai un témoignage où elle m'a dit avec humour, enfin ça m'a été traduit, mais avec humour, non, c'était pas un mariage blanc puisque je suis là, elle m'a dit. Voilà, donc il y a eu peut-être des mariages blancs, mais il y a eu des vrais mariages, parce que c'était une vraie vie. Aujourd'hui, le village de Jujal Nazareth est en contact avec les descendants des pionniers, dont la plupart étaient partis s'installer au kibboutz Ayelet HaShachar, en Galilée, dans le nord d'Israël. L'impasse où se situent les vestiges sera bientôt rebaptisée passage du kibboutz Mahar, de quoi figer la mémoire de ces jeunes pionniers à tout jamais.
À suivre dans le Morning, c'était un mythe, c'est désormais prouvé. Les hommes ont peur des femmes intelligentes. C'est le résultat scientifique d'une enquête très sérieuse qui va bientôt paraître. Alors qu'est-ce qui les effraie? Qui sont les femmes ressenties comme plus menaçantes que les autres? On découvre ça ensemble avec une femme intelligente, Betsabé Salem, qui va nous expliquer tout ça. Ce sera après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Nathalie Nagar. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Écoutez bien ce principe. Les hommes ont peur des femmes intelligentes. C'est un constat désormais scientifique. C'est une étude à paraître qui le confirme. La jante masculine n'a pas forcément envie d'être aux côtés d'une femme plus intelligente et qui aurait plus de succès. C'est donc une étude scientifique qui nous livre ce constat. Alors, je vous passe les différentes étapes de l'expérience menée quand même avec un peu plus d'une centaine d'hommes. Mais en gros, les conclusions, si la femme est plus intelligente qu'eux, eh bien, elle sera jugée moins attirante. Et puis l'homme a tendance accessoirement à se sentir moins viril aux côtés d'une femme brillante. L'explication, elle est simple. La capacité d'analyse, l'esprit de compétition, c'est censé être des qualités masculine, tout comme voilà, cet esprit de compétition. Alors une femme qui combinerait ces deux qualités pourrait être perçue, attention, comme une menace donc par les hommes hétérosexuels, et donc notamment pour leur virilité. Or non seulement ils ne veulent pas d'une femme plus intelligente, mais en plus ils sont de mauvaise foi, ces garçons, et oui, puisque lorsque d'un premier questionnaire, ils ont répondu pour 86% d'entre eux qu'ils seraient tout à fait à l'aise à l'idée de sortir avec une femme aussi ou plus intelligente qu'eux. Bref, sur le papier, ils valorisent les neurones, sauf que, venue l'heure du tête-à-tête, eh bien les chercheurs se sont aperçus que les hommes se montraient beaucoup moins attirés et significativement plus distants dans leur gestion envers les femmes qui avaient obtenu de meilleurs résultats qu'eux. Bref, le QI chez une femme, pas forcément sexy. Alors, c'est quoi les atouts, justement, chez une femme? Qu'est-ce qu'un homme recherche? Alors, attendez, j'ai oublié un petit paragraphe, en fait, très important. Heureusement, il y a quand même les hommes qui sortent du lot. C'est un bémol qu'on leur doit, quand même, à ces messieurs. Des hommes qui sortent du lot, qui n'ont pas peur d'une femme intelligente. Il y a... Exactement, on y vient. Vous inquiétez pas, Barbara, vous ne croyez pas si bien dire. George Clooney, marié à l'avocate Amal Alamoudine, intelligente et accessoirement, il me semble, Laetitia, que vous nous a raconté une femme à poigne. Il y a aussi le mari de l'ex-première ministre suédoise, chapeau bas, Lord Kinnock. Non seulement elle a du répondant, sa femme, mais en plus, regardez, elle ne se prive pas de dragouiller en public. Voilà, ici le président des États-Unis. Mais bon, en même temps, la presse suédoise se plaît à dire que son mari serait bisexuel et que leur couple battrait de l'aile. Alors après le mari de la grande blonde politicienne, eh bien, on a celui de la journaliste brune, voilà, Barbara, eh bien, dont le pouvoir de séduction a eu raison de son intelligence. Regardez, l'homme de la situation, c'est lui. Alors, on a préféré garder son anonymat, mais chapeau bas. Alors, en attendant, l'homme assez intelligent ou viril pour se permettre de sortir avec une femme aussi intelligente que lui, voire plus intelligente que lui, ne montrez pas trop de quoi votre cerveau est capable, mesdames, misez sur vos formes et votre sourire. Ah bon? C'est vous qui donnez ce conseil? Exactement. Qu'est-ce qui plaît chez les femmes alors? Alors, qu'est-ce qui plaît? Alors, qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes? Les psys nous disent... Le mystère, ça les fait rêver. Quelqu'un qu'on puisse admirer aussi. Ils veulent pouvoir admirer cette femme et puis quelqu'un qui les fasse se sentir beau. Mais ça, on l'avait déjà compris. Quant aux critères physiques, ils sont bien évidemment essentiellement culturels. Si chaque pays devait mettre à son goût une même femme qu'on voit ici nature, par exemple, voilà, ça c'est le modèle. Eh bien, voilà ce que ça donnerait en fonction des pays. En Argentine, voilà comment les hommes aimeraient de quoi elle ait l'air. Au Maroc, voilà, autre look, mais quand même on remarque la touche de couleur. Ouais. En Israël, on est plutôt nature chez les garçons. Kolakavod, bravo, on dit bravo comme ça en hébreu. En Italie,
Franchement, je me serais attendue un petit peu plus frivole que ça. Cela dit, on ne voit pas comment elle est habillée ou déshabillée. Et puis enfin, aux États-Unis, alors là, on dit qu'il n'y a que la beauté intérieure qui compte, mais voilà de quoi elle a l'air, cette même femme qu'on a transportée. Alors d'ailleurs, quelle importance le physique. La réputée université Chapman en Californie, c'est très sérieux, hein, s'est penchée sur ce qu'il y a de plus désirable ou essentiel pour être séduit chez la femme et chez l'homme. L'étude a été réalisée, attention, sur 28 000 hétérosexuels de 18 à 75 ans. Pour 8 hommes sur 10, le physique est un critère principal. Seulement une femme sur 2, par contre, trouve que le physique c'est important chez un homme. Oh, les menteuses. Et alors attention, pour 3/4 des hommes, le salaire serait un atout majeur chez une femme. Et oui, posez-vous des questions dans votre couple. Menteuses et cupides, les femmes, 97% des femmes accordent cette importance au salaire de l'homme. La bonne nouvelle, si vous avez ni physique ni argent, l'étude révèle aussi que plus on vieillit, moins les critères physiques et pécuniaires deviennent importants. Tous les clichés sont entretenus. Merci Betsaber en tout cas pour ce bel hommage à mon mari, chérie, je t'aime. Voilà, allez, la Fashion Week de Tel Aviv vient de se terminer, attirant avec elle des mannequins du monde entier. Alors comment ces top modèles habitués au podium ont-ils vécu la situation actuelle dans le pays, la vague d'attentats depuis un mois? Reportage Sandy Fortis. Podium, défilé, mannequins. La Tel Aviv Fashion Week a attiré les foules la semaine dernière. Plus de 30 créateurs ont dévoilé leur collection lors de 22 défilés qui ont séduit plus de 24 000 personnes. Des spectateurs parmi lesquels une centaine de journalistes internationaux et pas moins de 15 des plus gros acheteurs venus du monde entier. Une réussite totale pour les organisateurs qui ont refusé d'annuler l'événement malgré la période de forte tension dans le pays. Elena a débarqué en pleine crise sécuritaire en Israël. Depuis son arrivée, plusieurs attaques ont été perpétrées contre des Israéliens juifs, une situation qui ne semble pourtant pas l'inquiéter. Ici, la situation est toujours un peu intense, mais Tel Aviv est comme une petite bulle où l'on ne ressent pas trop ce qu'il se passe. Je me sens en sécurité ici. Elena est russe, elle enchaîne photos, essayages et fashion weeks depuis plus de 14 ans. Le top modèle a notamment défilé pour Giorgio Armani. Aujourd'hui, elle fait partie d'une agence de mannequins israélienne qui rassemble des top modèles de différentes nationalités. MC Square, comme elle, elles sont plusieurs à être venues des pays de l'Est pour cette fashion week. Dans son pays, on ne comprend pas ce qui l'attire en Israël. On pourrait croire qu'un mannequin se contenterait de l'image superficielle décrite dans les médias, et pourtant... Mes amis en Russie ne connaissent pas Israël. Ils disent que c'est dangereux. Je pensais comme eux avant, mais dès que j'ai découvert ce pays, tout a changé. Pour elle, c'est déjà la 3e Fashion Week en Israël. Elena a découvert le pays il y a quelques années et en est tombée amoureuse. J'adore ce pays. En dehors du stress du travail, je trouve que c'est un pays très relaxant. Tel Aviv est une ville qui ne dort jamais. Tout est ouvert 24 heures sur 24. On s'amuse beaucoup ici. Il y a des filles vraiment géniales ici, les Israéliennes. Je les apprécie vraiment. On s'est soutenues les unes les autres. C'était très important d'avoir des complices. Des complices russes, ukrainiennes ou israéliennes, comme Alina, qui apprécient que d'autres puissent découvrir son pays autrement. C'est très bien qu'elles viennent ici. Je pense qu'elles ne connaissaient que très peu de choses sur Israël avant. Et quand elles arrivent, elles se rendent compte que c'est très différent de ce qu'elles ont pu entendre. Pour certains, Israël peut sembler être un pays dangereux, mais pour les Israéliennes, c'est parfois au-delà de ses frontières qu'on se sent en danger. Alina a fait son entrée dans le monde du mannequinat depuis tout juste un an. Elle a 23 ans, elle est juive, israélienne et fière de l'être. Pourtant, quand elle défile en Europe, elle ne dévoile pas toujours ses origines. Je connais des créateurs qui n'aiment pas Israël ni les Juifs. Je ne citerai aucun nom, mais pour ma carrière, parfois, je préfère ne pas dire que je suis israélienne, même si je suis très fière de mon pays. S'ils me demandent d'où je viens, je leur dis, mais s'ils pensent que je suis russe, parce que mon prénom est russe, je les laisse croire. C'est le prix à payer. C'est comme ça depuis toujours et ça ne changera jamais. La Tel Aviv Fashion Week s'est déroulée sans encombre. Comme partout ailleurs dans le pays, la sécurité était assurée, vigile à l'entrée, sac vérifié. Mais une fois à l'intérieur, la tension laisse place à la grâce, un petit moment de mode qui fait rêver, qu'on soit en front row ou sur le podium.
Definitely yes. C'est sûr, je reviens pour la prochaine Fashion Week. Je réserve déjà mon billet. Elle est l'actrice la mieux payée au monde. Voilà, j'en perds mon français. Son nom, Jennifer Lawrence. Si vous ne la connaissez pas, ça tombe bien. Laetitia, vous nous la présentez. C'est l'idole des ados. Elle s'apprête à entrer dans la cour des grands et pour cause. Elle signe le dernier opus de la série qui l'a rendue célèbre. Ça s'appelle Hunger Games. Tout à fait. Dans à peine 2 semaines, on va le voir, ce dernier et ultime épisode de Hunger Games. La révolte, c'est une saga futuriste et apocalyptique au succès planétaire qui a propulsé cette magnifique jeune femme de 25 ans, Jennifer Lawrence, au devant de la scène. L'occasion pour nous de faire un point déjà sur cette saga et puis sur la carrière future de la jeune femme. Qu'est-ce qu'elle va devenir? La saga a permis, donc, comme on l'a dit, à mettre cette Jennifer Lawrence au devant de la scène, mais entre-temps, eh bien, entre les 4 épisodes de cette saga, c'est devenu une gigantesque star. Dans le dernier épisode, on en était resté à Katniss, qu'elle incarne, qui tente de mener la rébellion contre le gouvernement totalitaire du District 13. Comment tout ça va-t-il se terminer? On regarde en image la bande-annonce du dernier opus. For the first time in our lifetimes, we're standing together with 13 districts. Our future starts tomorrow at dawn, when we march together into the Capitol. To slow our advance, President Snow is building a minefield of traps. The sadistic inventions of game makers meant to make sport of our deaths. Ladies and gentlemen, welcome to the 76th Hunger Games. We got one shot. Let's make it count. Nothing good is safe while he's alive. Snow has to pay for what he's done. Our lives were never ours. They belong to Snow, and our deaths do too. But if you kill him, Katniss, if you end all of this, all those deaths, they mean something. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons to Snow. Alors, Hunger Games, ça cartonne au cinéma, c'est des résultats absolument fous au box-office. Pourquoi ça marche? C'est des chiffres qui donnent le tournis. Hein. Les 2 premiers volets, juste pour info, ont remporté 1,5 milliard de dollars pour un budget à peu près de 250 millions. Donc je vous l'accorde, c'est un sacré bénéfice. Pourquoi elle est si spéciale cette saga? Eh bien déjà parce qu'elle incarne un symbole, le symbole de la révolte. Les films, tout comme les romans desquels ces films sont tirés, de Suzanne Collins, racontent les aventures d'une jeune femme survivante d'un jeu télévisé dans un monde futuriste qui oblige certains élus de la population à y participer. Alors les règles sont particulièrement cruelles et meurtrières. Elles constituent à tuer pour espérer survivre à un régime totalitaire. C'est un peu une parabole avec notre société comme elle l'est actuellement. Et alors cette héroïne, donc incarnée par Jennifer Lawrence, va remettre en cause ce système et tenter de le renverser. Bref, c'est un message fort. Toute personne peut embrasser une cause et lutter pour elle. Alors ce qui est aussi assez particulier dans cette saga, c'est que c'est très rare à Hollywood d'avoir une héroïne dans une super production. C'est un fait rarissime au temps de Spider-Man, Superman ou encore Iron Man. Et pour Jennifer Lawrence, c'est vrai que ça a été un véritable tremplin cette saga, mais elle a aussi permis à la saga d'exploser comme elle a explosé, puisqu'elle fait se déplacer l'audience pour aller voir cette saga.
Merci Laetitia. On parle d'un autre acteur à présent, Sean Penn, aux côtés cette fois de Ségolène Royal, un duo inhabituel, mais ils étaient côte à côte hier pour un combat, celui de l'écologie. Regardez. Son projet, Sean Penn l'a lancé il y a 5 ans avec une équipe haïtienne, peu après le tremblement de terre qui a coûté la vie à plus de 230 000 personnes sur l'île. Au fil des ans, Haïti a perdu plus de 98% de sa couverture végétale. Son ONG emploie 250 Haïtiens qui œuvrent à l'agro-reforestation du pays, une technique d'agriculture qui promeut un meilleur environnement et favorise l'économie durable. C'est un projet d'agro-reforestation qui concerne les besoins immédiats d'Haïti avant même de servir la grande cause du changement climatique. L'Office national des forêts et l'Agence française de développement sont partenaires du projet. C'est dans le cadre de la COP 21 que l'acteur et réalisateur hollywoodien a sollicité le savoir-faire français. Je pense que la COP 21 est le dernier grand espoir, en particulier grâce à la façon dont la France s'est engagée à fond et a pris la tête de tout. Je sens un peu partout dans le monde un esprit positif et de l'énergie pour dire que ce type de projets sont possibles à mettre en œuvre. Nous n'avons plus qu'à être optimistes, parce qu'en réalité, nous n'avons pas d'autre choix. Il faudrait beaucoup de Sean Penn, justement, pour engager sur d'autres parties du monde des projets tels que ceux-ci, qui fédèrent en plus, qui fédèrent des volontés, des enthousiasmes. Et ça, c'est très important. La COP 21, ou Conférence de Paris de 2015 sur le climat, ouvre ses portes à la fin du mois. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité. Restez sur i24 News. D'autres infos à suivre. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À demain. Portez-vous bien.